Que feriez-vous si les gardes du corps du président avaient plus de pouvoir que le président lui-même? Et si, un jour, il décidait de le tuer, et, le lendemain, de choisir son successeur? C'est exactement ce qui est arrivé dans la Rome antique. Pas une, ni deux, mais des dizaines de fois. La garde prétorienne fut la force d'élite la plus redoutée du monde antique. Garde du corps, espions, assassins, pompiers, gladiateurs. Ils contrôlaient le pouvoir depuis l'ombre. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment ils sont passés de protecteurs à bourreaux d'empereurs. Bienvenue dans l'histoire secrète de la garde prétorienne. Cloche, abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous à découvrir la face la plus brutale du pouvoir à Rome. L'Empire romain, avec tout son héritage, sa puissance et sa gloire, fut vendu au plus offrant. En 193 après Jésus-Christ, Rome venait d'être témoin d'un crime qui ébranla les fondations du pouvoir impérial. L'empereur Commode avait été assassiné. Le chaos régnait dans les couloirs du palais. Les légions étaient loin. Le Sénat tremblait. Et alors, entra en scène la garde prétorienne. Ces soldats ne se contentèrent pas de chercher un nouvel empereur. Ils mirent le trône aux enchères. Littéralement. Qui donne plus pour le trône de Rome, criaient les préfets prétoriens. 25 000 sesterces par tête? Adjugé. Le gagnant fut Didius Julianus, un sénateur riche qui promit de payer une fortune à chaque membre de la garde. Ainsi, il devint empereur du monde romain, non par mérite mais par argent. Mais l'Empire ne pardonne ni la faiblesse ni la corruption. En seulement 66 jours, Julianus fut décapité. Et un autre général, Septime Sévère, marcha sur Rome pour punir la trahison. Lorsqu'il entra dans la ville, il n'hésita pas une seconde. Il dissout la garde prétorienne, détruisit leurs casernes sous leurs yeux et forma une nouvelle garde loyale uniquement envers lui. Ce jour-là, il devint clair que la garde prétorienne n'était pas seulement un corps de sécurité. Elle était le pouvoir de l'ombre. Elle était le véritable arbitre du destin impérial. Et ainsi commence notre histoire. L'histoire du groupe d'élite qui, avec le temps, en vint à se croire plus puissant que les empereurs même qu'ils juraient de protéger. Avant que les empereurs n'existent, il y eut la République romaine. Et avant que les prétoriens ne deviennent les gardiens du pouvoir absolu. Ils n'étaient que de simples escortes de magistrats. Tout commença avec les préteurs, aux fonctionnaires dotés d'une autorité judiciaire et militaire. C'étaient des hommes respectés, mais pas invulnérables. En temps de guerre ou de révolte, leur vie était en danger. C'est ainsi que naquit l'idée d'une garde personnelle, un petit groupe de soldats choisis pour leur loyauté. Ils n'avaient pas encore d'uniforme, pas de caserne fixe, pas de privilèges spéciaux. Une seule mission, protéger. Le terme cohort praetoria était utilisé pour désigner le détachement accompagnant un général en campagne. C'était une unité mobile, fonctionnelle, sans visage politique. Mais les fondations étaient déjà posées. Car dans ces soldats, Rome avait semé la graine de quelque chose de bien plus grand. Une force qui, un jour, ne se contenterait pas de protéger le pouvoir, mais le contrôlerait. L'un des premiers à exploiter cette force fut Scipion l'Africain, le héros de la deuxième guerre punique. Sa cohorte prétorienne le suivait comme une ombre à chaque campagne. Et avec lui, ils apprirent quelque chose de plus que la loyauté. Ils apprirent qu'être proche du pouvoir, c'est aussi du pouvoir. Avec le temps, ces petites escortes devinrent plus nombreuses, mieux entraînées, mieux payées. Et elles finiraient par se transformer en une force officielle sous un nouveau type de dirigeant. L'empereur. L'an 27 avenue Jésus-Christ marqua la fin officielle de la République et le début de l'Empire. Et avec lui, naquit le premier empereur, Octave Auguste. Mais Auguste savait que le pouvoir absolu exigeait plus qu'un titre. Il exigeait sécurité, contrôle, loyauté. Et c'est pourquoi il transforma les cohortes prétoriennes en une force permanente, institutionnelle et stratégique. Elles ne seraient plus de simples compagnons de campagne. Elles deviendraient désormais les gardiens personnels de l'empereur. Auguste les réorganisa en 9 cohortes, soit environ 4500 hommes au total. Mais il fit quelque chose d'encore plus habile, seules 3 cohortes restaient actives à l'intérieur de Rome, tandis que les 6 autres étaient cantonnées aux alentours. Ainsi, il évitait de paraître un tyran, mais s'assurait de maintenir un point fermé sur la ville. Un dirigeant peut être aimé. Mais s'il veut survivre, il doit être craint. Les prétoriens furent les seuls autorisés à porter des armes dans la cité sacrée, là où s'élevaient les temples, le Sénat et le Forum.
Aucune autre force ne pouvait s'approcher aussi près du cœur du pouvoir sans autorisation impériale. En quelques années, ils passèrent d'un détachement invisible à une caste d'élite au sein de l'État romain. Ils bénéficiaient de meilleures conditions que tout autre soldat. Serviteurs personnels. Vêtements raffinés. Contact direct avec la famille impériale. Et surtout, influence. Car si vous protégiez la vie de l'homme le plus puissant du monde, qui pouvait oser vous donner des ordres? Auguste mourut paisiblement en l'an 14 après Jésus-Christ. Et son héritage survécut sur de nombreux fronts, dans ses réformes, dans son empire. Et dans les hommes en tunique blanche qui continuaient à surveiller les couloirs du Palatin. Les prétoriens. Rome, capitale du monde. Une ville sacrée, où les armes étaient interdites, sauf pour eux. Les prétoriens étaient les seuls soldats autorisés à porter l'épée à l'intérieur du pomerium, la ligne spirituelle qui délimitait la ville. Leur présence n'était pas seulement tolérée. Elle était souhaitée. L'empereur voulait que le pouvoir se voie, se ressente, et se craigne. Mais ils ne vivaient pas dispersés. Ils avaient leur bastion. Le Castra Praetoria, le quartier monumental de la garde prétorienne, fut construit sous l'empereur Tibère sur la colline du Quirinal. Une véritable forteresse au cœur de la ville, avec des murs, des tours, des cours d'entraînement et des temples dédiés à Mars. C'était plus qu'une caserne. C'était un rappel physique de qui protégeait et contrôlait l'empereur. Là, il s'entraînait avec une discipline de fer. Combat rapproché, lancer de pylônes, tactique d'escouade et, surtout, exercice de réaction immédiate face à un attentat. Leur journée n'était pas militaire au sens traditionnel. Ils devaient être impeccables. Présents. Invisibles mais toujours vigilants. Les tours de garde étaient organisées en secret, et chaque matin, l'empereur en personne remettait le mot de passe du jour au préfet prétorien. Leurs uniformes, dans la ville, étaient discrets. Ils portaient des toches blanches sans armes visibles, pour ne pas alarmer la population. Mais hors des murs, ils se transformaient en machines de guerre, casques ornés, boucliers étincelants et épées prêtes. Ils étaient soldats, mais aussi symboles. Ils étaient la ligne entre le peuple et le trône. La paix, et le coup d'État. Et lors des cérémonies publiques, leur rôle était clair. Être visible. Parfait. Inébranlable. L'image du pouvoir impérial incarné en chair, en bronze et en silence. Être membre de la garde prétorienne n'impliquait pas seulement de porter des armes et de protéger l'empereur. Cela signifiait aussi appartenir à l'élite la mieux rémunérée de l'appareil d'État romain. Dans un empire où la majorité des légionnaires servaient 16 ans pour une solde modeste et dans des conditions de vie difficiles, le prétorien vivait une réalité radicalement différente. Sa durée de service était plus courte, seulement 12 ans, mais ce qui frappait surtout, c'était son salaire, presque 3 fois supérieur à celui d'un soldat ordinaire. En plus de leur solde de base, les prétoriens recevaient de généreuses gratifications, connues sous le nom de donativa, versées directement par l'empereur lors d'occasions spéciales telles que les naissances impériales, les anniversaires ou les victoires politiques. Et s'ils sauvaient un jour l'empereur d'un complot ou d'un attentat, la récompense pouvait représenter plusieurs années de solde. Cela faisait d'eux, sans exagération, les soldats les plus convoités du monde romain. Mais le privilège ne s'arrêtait pas là. À la fin de leur service, les prétoriens recevaient souvent des terres, des propriétés ou des pensions qui leur garantissaient une vieillesse confortable, chose impensable pour la majorité des militaires de l'Empire. Il n'était pas rare que beaucoup accèdent ensuite à des postes administratifs, y compris au Sénat ou comme gouverneurs provinciaux, utilisant leur passé de service auprès du trône comme carte de visite politique. Devenir prétorien n'était pas facile. Il fallait avoir entre 15 et 32 ans, une condition physique irréprochable, des antécédents familiaux exempts de scandales ou de trahison et, surtout, le soutien d'un réseau d'influence dans les cercles du pouvoir. À partir de l'empereur Septime Sévère, le processus devint encore plus strict, seuls pouvaient être admis les soldats ayant déjà prouvé leur valeur lors de campagnes militaires, ce qui garantissait non seulement leur loyauté mais aussi leur efficacité au combat. En définitive, appartenir à la garde prétorienne n'était plus qu'un métier, c'était un investissement direct de l'empereur. Une force si précieuse et si choyée qu'avec le temps, elle cessa de se limiter à protéger le souverain pour devenir un acteur politique majeur, doté de la puissance et des richesses suffisantes pour décider du destin de l'Empire. Au fil des décennies, la garde prétorienne se transforma. D'un corps d'élite militaire, elle devint une véritable force politique, un acteur silencieux mais décisif dans les affaires impériales. Elle ne se limitait plus à protéger l'empereur, elle l'espionnait,
l'influençait, et, lorsqu'elle le jugeait faible ou gênant, elle le remplaçait sans hésitation. Le premier grand assassinat confirmé fut celui de l'empereur Caligula. Le jeune César, arrogant et cruel, se moquait constamment de son préfet prétorien, Cassius Chaerea, l'humiliant publiquement. Ce fut suffisant. En l'an 41, les prétoriens passèrent à l'action et poignardèrent l'empereur lors d'une célébration. Ensuite, ils trouvèrent Claude, son oncle, caché derrière un rideau. Dans un geste sans précédent, ils le conduisirent directement au camp et le proclamèrent empereur sans consulter le Sénat. Pour la première fois, un empereur romain fut nommé par les soldats, et non par les sénateurs. Dès lors, l'épée prétorienne planait au-dessus de chaque monarque. Lorsque Néron perdit la faveur du Sénat et du peuple, ce fut la garde prétorienne qui lui retira sa loyauté, le laissant sans protection et l'obligeant au suicide. Peu après, en l'an 69, la fameuse « année des 4 empereurs » fut une danse sanglante où les prétoriens s'allièrent à différents candidats ou se retournèrent contre eux, selon qui offrait les meilleures récompenses. Mais rien ne symbolise mieux leur pouvoir démesuré que l'épisode de la mise aux enchères du trône. En l'an 193, après avoir assassiné l'empereur Commode et éliminé son successeur, les prétoriens offrirent littéralement l'empire aux plus offrants. Un vieux sénateur, Didia Julianus, remporta la mise en promettant de payer 25 000 sesterces à chaque soldat. Il fut couronné au camp, mais son règne ne dura que 66 jours. Septime Sévère, un général fidèle à l'armée de frontière, marcha sur Rome, dissout la garde et la remplaça par des hommes de confiance. Malgré ses tentatives pour limiter son influence, le cycle se répéta encore et encore. Des préfets comme Macrin, après avoir assassiné Caracalla, prirent même le trône. D'autres, comme les juristes Ulpien et Papinien, tentèrent de donner une orientation légale à la fonction, mais furent assassinés par leurs propres hommes. Ainsi, la garde prétorienne devint un paradoxe vivant. Elle était le bouclier de l'empereur, mais aussi la dague qui pouvait le poignarder dans le dos. Car à Rome, le pouvoir ne se gagnait pas seulement avec des lois ou des votes, mais aussi avec la bénédiction silencieuse des hommes les mieux armés de la cité. La garde prétorienne n'était pas seulement une armée d'élite ni un groupe de conspirateurs dangereux. Elle remplissait aussi des fonctions bien plus complexes, inattendues, et parfois contradictoires. Elle était les yeux, les mains, et souvent l'ombre de l'empereur dans les recoins les plus sombres de l'Empire. Officiellement, une partie de ses tâches consistait à garantir la sécurité de l'empereur et du palais impérial. Mais en pratique, cela signifiait agir comme une police secrète dotée de pouvoirs illimités. Les prétoriens espionnaient les sénateurs, surveillaient les rivaux potentiels, infiltraient les réunions suspectes et dressaient des listes d'opposants. En civil, ils se mêlaient à la population. Lorsqu'ils détectaient une menace, ils n'hésitaient pas à agir. Ils pouvaient emprisonner sans procès, interroger avec brutalité et même éliminer discrètement ceux qui mettaient en danger la stabilité du pouvoir. Ils opéraient en toute impunité, protégés par l'autorité directe du trône. Et bien que leur image fût celle de soldats imposants et austères, ils étaient aussi utilisés dans les spectacles publics. Lors des Jeux au Colisée, au Cirque Maxime ou dans les théâtres, les prétoriens contrôlaient les foules, contenaient les émeutes et patrouillaient dans les gradins. Mais parfois, ils descendaient dans l'arène. Certains montraient leur adresse comme gladiateurs improvisés. D'autres tuaient des fauves devant le public comme un acte de propagande impériale, rappelant au peuple que le pouvoir du César vivait aussi dans ses soldats. En temps de crise, les prétoriens endossaient même un rôle totalement différent, celui de pompiers. Lorsque Rome brûlait, ce qui arriva souvent, les prétoriens étaient mobilisés pour créer des coupe-feux, protéger les temples et sauver des structures sacrées. L'une des interventions les plus mémorables fut celle qui éteignit un incendie dans le temple de Vesta, symbole de la pureté de Rome. Avec ces actions, l'empereur ne sauvait pas seulement des biens matériels, mais gagnait aussi en popularité, montrant que même sa garde personnelle était au service de tous. Ces soldats étaient, en résumé, bien plus que des gardiens du trône. Ils étaient des outils de contrôle, des symboles de force, des opérateurs politiques, des acteurs dans les rues, des exécuteurs silencieux et même des héros en cas de catastrophe. C'est pourquoi, plus qu'un simple corps militaire, la garde prétorienne était une institution totale, l'extension vivante du pouvoir impérial, dans tous ses aspects. À mesure que progressait le IIIe siècle, le pouvoir de la garde prétorienne commença à montrer des fissures. Ce n'étaient plus les guerriers disciplinés du temps d'Auguste ou de Trajan. Leur rang était infesté d'ambition, d'avidité, de trahison et de luttes internes pour le contrôle du trône. Ils avaient atteint le sommet du pouvoir, mais aussi leur point le plus fragile. L'empereur Septime Sévère, après la fameuse mise aux enchères de l'Empire en l'an 193,
comprit qu'il ne pouvait faire confiance à un corps qui avait vendu le trône comme une marchandise. Sa réponse fut claire, il dissout l'ancienne garde et la reconstruisit avec des soldats loyaux, directement issus de ses légions de campagne. Il changea sa composition, ses commandements et sa culture, y insufflant un véritable esprit militaire et excluant les opportunistes de la vieille Rome. Cependant, le mal ne fut pas totalement éradiqué. Dans les années suivantes, les préfets prétoriens continuèrent de s'impliquer dans des conspirations, des assassinats et des coups d'État. Macrin, préfet sous Caracalla, alla même jusqu'à se proclamer empereur après avoir assassiné son maître. Mais son règne fut bref, et, tout comme il montait, il tombait. Ce fut finalement en l'an 312 que l'empereur Constantin le Grand, après avoir affronté à la célèbre bataille du pont Milvius Maxence qui avait été imposée par la garde prétorienne, décida de mettre fin à l'histoire de ce corps d'élite. Après sa victoire, Constantin ordonna la dissolution définitive de la garde. Il assista lui-même à la destruction du Castra Praetoria, l'imposant camp où, pendant des siècles, des empires avaient été forgés et détruits. Le rugissement du feu dévorant ces murailles ne marqua pas seulement la fin d'une forteresse, ce fut la fin d'une ère. Une ère où des hommes armés dictaient qui s'asseyaient sur le trône le plus puissant du monde. Et bien que Rome subsista encore pendant des siècles, l'écho des prétoriens disparut parmi les ruines de leurs propres excès. L'histoire de la garde prétorienne est l'une des plus fascinantes et des plus sombres de la Rome impériale. Un corps créé pour protéger César finit par devenir sa plus grande menace. Des soldats entraînés pour servir se transformèrent en rois sans couronne, juges silencieux du destin impérial. Pendant plus de 3 siècles, les prétoriens définissaient le cours de l'Empire romain, non pas avec des votes ou des lois, mais avec l'acier et des alliances clandestines. Leur existence laissa une marque indélébile, ils démontrèrent que lorsqu'un groupe armé concentre trop de pouvoir sans contrôle, il devient un acteur politique et une menace pour le système qu'il est censé protéger. Leur histoire est faite de loyauté changeante, de serments brisés, de trahisons rémunérées et d'ambitions démesurées. Mais ils furent aussi le symbole de la complexité romaine, un empire où les fonctions ne se divisaient pas comme à l'époque moderne. Où les mêmes hommes qui éteignaient les incendies, combattaient dans l'arène, protégeaient l'empereur et espionnaient le peuple, pouvaient couronner ou assassiner un empereur en quelques heures. La fin de la garde prétorienne ne fut pas seulement une décision militaire. Ce fut un avertissement contre le pouvoir concentré sans loi. Car à Rome, comme dans tout grand empire, les dangers ne venaient pas toujours des ennemis extérieurs, parfois, ils se tramaient dans les couloirs du palais, sous le casque brillant de ceux qui juraient protéger. Aujourd'hui, leur souvenir vit comme un avertissement historique, aucune force armée ne doit se placer au-dessus des institutions, ni devenir juge, bourreau et roi. L'héritage des prétoriens n'est pas seulement une histoire du passé. C'est un miroir que l'histoire nous oblige à regarder, encore et encore. La garde prétorienne n'existe plus. Mais son héritage demeure comme un écho d'avertissement pour chaque puissance militaire moderne. Si cette histoire vous a autant marqué que nous, laissez-nous un commentaire avec votre avis ou avec l'empereur qui vous a le plus surpris. Mettez un « j'aime », partagez cette vidéo avec vos amis et n'oubliez pas. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter. À bientôt pour un nouveau chapitre du passé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.